Alors, bonsoir à tous. On va essayer d'apaiser les tensions. On va demander aux uns et aux autres un tout petit peu de silence, s'il vous plaît, puisque on va enfin prendre une bouffée d'oxygène. On va essayer d'éviter les avalanches, parfois et même souvent de mauvaises nouvelles. Alors, on va peut-être vous demander de vous asseoir. Si vous voulez avoir des solutions, le plus souvent, lorsqu'on évoque la question du changement climatique et du dérèglement climatique, je suis assez bien placé pour le savoir, puisque depuis 2006, j'aime pas du tout Combloux, je trouve que c'est moche. Ah, vous commencez à m'écouter, ça me rassure. Je disais donc que depuis 2006, je réalise une collection documentaire sur France 5 qui s'appelle « Sale temps pour la planète », entre autres, qui parle du dérèglement climatique. Sale temps pour la planète, c'est vrai que notre ligne éditoriale ressemble un tout petit peu à cette journée que nous avons vécue, c'est-à-dire, oui, des experts qui tirent la sonnette d'alarme, des experts qui tous les jours, avec beaucoup de pédagogie, de plus en plus de schémas, de plus en plus de données, de travaux sur le terrain, parviennent de plus en plus à nous informer sur la réalité qui est en cours. Et cette réalité, qu'on le veuille ou non, ZAN, pas ZAN, tout ça, ce sont des questions politiques. La réalité aujourd'hui, et si vous êtes là, je crois, comme moi, qui depuis 2006 m'investis dans ces questions-là, c'est parce que c'est en train de révolutionner nos modes de vie, c'est en train de bouleverser la manière dont on appréhendait la montagne, la beauté. Quand on écoute les experts aujourd'hui, et tous les experts, quand on parle de beauté fragile, on parle de beauté vulnérable. Parfois, puisque la télé, vous le savez, sa ligne éditoriale, et là, c'est souvent le train qui n'arrive pas à l'heure. Nous, on essaye, on a fait évoluer la ligne éditoriale à la fois de Sale temps pour la planète, mais aussi d'une plateforme sur le climat qu'on a montée qui s'appelle 2 degrés de plus. On essaye de plus en plus de voir les trains qui arrivent à l'heure. Et donc, je suis vraiment satisfait, très content d'animer cette dernière table ronde qui va, comme je vous le disais, donner un tout petit peu d'oxygène et de bonheur pour vous dire que c'est pas la fin du monde, on en est loin. Les experts, heureusement, sont là pour nous alerter, mais il y a aussi des gens qui font, il y a des gens qui agissent. Et très franchement, j'ai une chronique sur Sud Radio qui, tous les dimanches, donc demain matin, 7h45, pour ceux qui se lèveront tôt. Et c'est une chronique pour dire, en gros, ces belles rencontres que je fais de gens qui me donnent le sourire, des gens qui me donnent la patate. Pourquoi ils me donnent la patate? Parce qu'ils me donnent des raisons d'espérer. Alors, je vais donc vous présenter les 4 invités que j'ai la chance de rencontrer aussi, qui probablement feront l'objet d'une chronique, j'en suis sûr. Je vais vous demander d'accueillir Carlo Maria Carmagnola. Avec lui, nous allons parler de Climsnow. C'est unique au monde, c'est français, mais de quoi s'agit-il? Et en quoi cela peut-il aider tous les acteurs et décideurs de la montagne? On en parle dans quelques instants. Avec Olivier Salasca de Sèvres, on va faire le tour du monde, et pas qu'une fois, 25 fois. Mais pourquoi? Bonne question. Je peux juste vous dire que c'est le nombre de kilomètres de tuyaux qui nous permettent en France d'être connectés à nos robinets d'eau potable. Jeu de mots facile, Sèvres va peut-être nous sauver. Avec Thibaut Wittvoet, on va vous emmener dans vos cuisines, vos salles de bain et partout où l'on peut poser un trifon. Mais qu'est-ce que c'est que ce trifon? C'est comme un siphon, mais en mieux. Et avec François Lervant de Biotop, vous le connaissez probablement, vous qui êtes de Combloux, vous connaissez également Biotop et cette fameuse baignade qui est pas très loin d'ici, à côté du lac. C'est sûr que l'hiver, vous ne pouvez pas la voir, il n'y a pas d'eau. En revanche, l'été, il n'y a pas d'eau, on est d'accord, hélas. De toute façon, c'est un peu l'objet, malheureusement, de cette journée, ce fameux château d'eau qui est en sursis. Alors, on va d'abord commencer, puisque
On l'a compris depuis le début, on est un peu comme des médecins, enfin en tout cas nos invités et puis tous ceux qui se sont succédés aujourd'hui, des médecins, ils sont là pour faire un diagnostic et ils sont là aussi, quand ils ont un bon diagnostic, de trouver des remèdes et des solutions. Alors avec Météo France, entre autres, avec vous, on va essayer, je vais vous donner un micro, ça va être beaucoup plus simple. Alors, Clean Snow, est-ce que quelqu'un connaît dans la salle Clean Snow? Est-ce qu'il y a des élus? Ah bah oui, forcément. Ça veut dire que c'est quand même relativement récent et c'est unique au monde. Pourquoi c'est unique au monde? Parce qu'on a, à Météo France et dans l'INRAE, je crois, qui collabore avec vous, on a les meilleurs experts. Et l'avantage, c'est que grâce à eux, grâce à ce système, vous allez nous expliquer, mais on va pouvoir faire un bon diagnostic pour que les élus aient des outils pour décider de l'avenir de la montagne. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez tout dit. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire, pour l'invitation. Alors moi, j'ai pas pu écouter tous les échanges d'aujourd'hui parce que j'étais au ski. Tant qu'il y a de la neige, il faut en profiter. Voilà. Surtout bonne neige. Donc en effet, oui, moi je suis d'abord moniteur de ski, mais après à côté j'ai un vrai métier. Je suis chercheur à Météo France et je suis aussi italien. Donc italien, moniteur de ski, Météo France. Voilà, je suis pas parfait. Et en effet, on a élaboré ce type d'outil qu'on appelle Clean Snow il y a à peu près 4 ans désormais. On a commencé à réfléchir quand j'étais encore en thèse à Météo France, c'était il y a 10 ans, mais il a fallu du temps pour que tout soit bien combiné. Et en fait, l'objectif de ce type d'outil, qui aujourd'hui a été déployé sur 190 stations de mémoire, mais il y en a presque une par semaine qui se rajoute, donc je n'arrive pas à suivre, mais autour de 190, en Espagne, Italie, Autriche, Suisse, Andorre, France, voilà, bien sûr. L'idée, c'est qu'on essaie de répondre à la question qui est simple, mais dont la réponse n'est pas si évidente. Combien de jours de ski on pourra faire sur une certaine piste dans 20 à 30 ans? Alors, si vous imaginez de devoir répondre à cette question, qu'est-ce qu'il vous faut connaître? Tout un tas de choses. Par exemple, ce qu'on appelle les projections climatiques. Donc, l'avenir climatique de notre planète à 20 à 30 ans, qui sera, aujourd'hui on le sait, piloté en bonne partie par les émissions de gaz à effet de serre anthropiques. Donc, on a des scénarios. Météo France, c'est contributeur du GIEC. Donc, les modèles dont on parle dans les médias, c'est les mêmes modèles qu'on utilise dans le cas spécifique des domaines skiables avec Clean Snow. Et donc, le choix dépendra aussi des politiques au niveau mondial. Et nous, on étudie ces différents scénarios qui ont des conséquences assez marquées, notamment sur la deuxième moitié du siècle, sur les températures et du coup l'enneigement. Donc il faut avoir ces modèles. Le problème de ces modèles-là, c'est que c'est des modèles qui tournent toute la planète. Avant, M. Bock a fait le distinguo entre météo et climat, qui est très important. Les deux choses sont à séparer. Et en effet, si vous voulez connaître la météo dans quelques jours, par exemple à Combloux, vous pouvez prendre un modèle qui est assez fin, qui est autour de la ville de Combloux, du village de Combloux. Par contre, si vous voulez connaître le climat à Combloux dans 20 ans ou 30 ans, vous êtes obligé de prendre toute la planète. Donc les modèles climatiques sont des modèles globaux, on appelle modèles de circulation globale. Et donc ça, c'est super intéressant. Par contre, vous imaginez qu'ils sont très gourmands. Et donc, on peut les faire tourner en France qu'à Météo France, parce qu'on a la puissance de calcul qui va avec. On a 2 machines à Toulouse qui, chacune, fait 12 pétaflops. Donc, on est sur les 12 millions de milliards d'opérations par seconde, et ce qui permet de faire des études climatiques. Autrement, si vous faites tourner Clean Snow sur un petit PC, moi j'ai fait un essai une fois chez moi, ça m'a calculé à peu près 13 ans, faire tourner les portes du Mont Blanc sur mon PC. Donc, en gros, on aura les effets du changement climatique avant d'avoir les résultats sur le PC. Donc c'est grâce à la puissance de calcul qu'on fait ça. Alors le problème de ces modèles, après je coupe, mais parce que ce serait long, c'est des modèles globaux, mais qui ont une résolution de 150 km, plus ou moins. Donc on n'est pas capable de distinguer les pistes comme on a dit avant. Donc toute la méthodologie qu'on a déployée, c'est de faire des zooms. Nous on appelle ça des descentes d'échelle, donc on prend des observations, on peaufine et on arrive à l'échelle de la piste, en prenant en compte l'altitude, mais aussi l'orientation et la pente, parce que si on est exposé nord-est avec une pente de 20 degrés, c'est pas comme si on était ailleurs, etc. Et ensuite, il faut combiner ça à un modèle de neige, parce que la météo n'est pas tout. Nous, on veut vraiment savoir en termes de neige ce qu'on aura sur la piste. Donc, on a un modèle détaillé de neige qui simule tous les phénomènes physiques, le tassement, la fonte, et qui nous dit au final combien de neige il va rester. Et ça prend en compte aussi le travail de la neige, parce que comme on est dans des domaines skiables, il y a le damage, donc les effets mécaniques du damage, du fraisage, du tassement, et aussi la neige de culture, qui est un gros sujet. Non, on la simule. Si le froid reste suffisant, on peut arriver à rajouter cette neige dans le modèle. Et donc au final, on fait des cartes que je ne peux pas vous montrer, parce que du coup elles sont confidentielles. Nous, on pousse pour que tout ça soit public, mais au final, chaque station a ses résultats. Et donc on fait des cartes, des animations 3D, où on vous dit, là, dans 20 ans, avec des incertitudes, ça reste des modèles. On parle beaucoup, les scientifiques nous diront, rien n'est parfait. Il n'y a pas de modèle qui est parfait, il n'y a pas de modèle qui est juste.
Il y en a qui sont un peu moins faux que d'autres. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur l'incertitude, savoir ce qu'on est capable de dire avec une certaine confiance, mais il y a toujours des degrés d'incertitude. Et donc, on vous dit, dans 30 ans, sur la piste, je ne sais pas, imaginez une piste qui vous plaît, à Combloux, il y aura, je sais pas, 20 jours de ski possible ou 40 jours de ski. Et donc, on a fait une étude pour tous les pays du Mont-Blanc, fait les stations des pays du Mont-Blanc, donc Porte du Mont-Blanc, Megève, Saint-Gervais, Passy, Prassuarly, les Ouches, les Contamines, je pense que c'est tout. Je ne vous cache pas que j'ai essayé de le soudoyer avant cette conférence pour essayer d'obtenir les informations, parce que pour tout vous dire, on connaît exactement les scénarios pour les années qui viennent pour Combloux. Alors j'ai essayé un petit billet, 2 billets, il n'a pas voulu. Tout ça pour vous dire que la restitution, ça sera le 26 janvier à Saint-Gervais. Donc c'est important, vous aurez, à Combloux, vous saurez exactement quelles sont les pistes qui dans 30 ans, 40 ans seront encore accessibles ou seront toujours accessibles. C'est ça, parce que en gros, pour faire simple, aujourd'hui, tous les élus, quels qu'ils soient, ils ont une question obsédante. Est-ce que je peux encore aménager mes pistes? Est-ce que je peux ajouter des canons? Est-ce que, etc., etc. Ou est-ce qu'il faut que j'imagine un autre scénario, que je change de logiciel, que j'aille vers plutôt un scénario 4 saisons? On en parlera tout à l'heure. C'est ça les vraies questions. Alors aujourd'hui, on ne va pas dévoiler les résultats, parce que je n'ai pas réussi, même en payant très très cher. Ah bon? On va quand même essayer de donner quelques éléments. Aujourd'hui, même sans déflorer, évidemment, j'ai bien compris les enseignements que vous tirez. Le président de la Comcom Pays du Mont-Blanc qui a commandé l'étude, c'est M. Payex, qui parlera demain. Et donc lui, il a dit qu'il ne faut pas dévoiler avant. Donc voilà, je ne veux pas que demain... en tout cas, demain, je vais au ski, donc je ne verrai pas, mais, mais je ne veux pas non plus prendre des risques. Donc, sans rien vous dire, du coup... je peux vous dire qu'en Combloux, au skiera dans 30 ans, globalement. Il y a des stations pour lesquelles on ne peut pas dire ça. Hein. Il y en a beaucoup, que je vais citer, du coup. Bonne info. Il y a des stations où on ne skiera pas dans 30 ans. Alors après, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des endroits plus difficiles, des secteurs plus compliqués, des choix d'aménagement à faire, peut-être de la diversification localement, etc. Mais Combloux ne fait pas partie des stations qui existent, et pour lesquelles on dit très clairement... les modèles nous montrent que de façon assez nette, dans 30 ans, le ski ne sera pas possible. Ce sera possible sur des périodes très courtes, et donc économiquement, ce ne sera pas viable. Et la neige va toujours rester, donc on parlait un petit peu des extrêmes avec M. Bock avant. Ce qu'on voit, c'est que les extrêmes vont s'intensifier, et aussi les mauvaises années vont s'intensifier. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours des bonnes années. Dès que 2030, l'année des JO, d'ailleurs, sera une très bonne année en termes d'enneigement. Par contre, ils nous ont déjà demandé tout ce qu'il va faire. Alors, là, juste pour... on a des éléments de réponse, quand même. Alors, il faut arrêter, parce que là, les journalistes adorent ça. Ils nous ont appelés tous. On a eu, je pense, 50 journalistes qui nous ont appelés le jour même des JO. En 2030, le climat va être à quelque chose près, le climat d'aujourd'hui. On ne dégage pas les tendances climatiques sur 7 ans. Pour les tendances climatiques, il faut... Alors, le GIEC nous dit 30 ans pour dégager les tendances. Nous, dans Climsnow, on tire vraiment au maximum, on prend 15 ans. On fait une moyenne glissante de 15 ans. Mais à moins de 15 ans, donc là, on est à 7 ans de maintenant, le climat dans les Alpes du Nord, dans 7 ans, va être le climat d'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'il y a une très légère dégradation dans la tendance, mais surtout de la variabilité intersaisonnière. Donc, on aura peut-être une très bonne année, ou peut-être une très mauvaise année, comme on l'a aujourd'hui. C'est la vraie question de l'incertitude aujourd'hui de l'enneigement, qui est une vraie difficulté pour n'importe quel maire, manager, aménageur. Parce que la question, vous travaillez à la fois pour les élus, mais vous travaillez aussi pour le Club Med, pour ne pas le citer, ou d'autres. C'est un peu l'idée aussi, c'est-à-dire que demain, que deviendra la montagne? Est-ce qu'il y aura plus? On parlait de la ZAN tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aura plus d'immobilier, moins d'immobilier, plus d'infrastructures 4 saisons, etc. C'est un peu ça aussi. Alors il y a l'immobilier, il y a les banques, donc là on ne les cite pas, mais on les connaît tous, les banques qui nous demandent où est-ce qu'il faut investir. Et après il y a aussi les services de l'État, le DDT, ADRAL, qui demandent de plus en plus. Donc aujourd'hui une station qui doit faire un nouveau télésiège ou qui doit faire une extension de neige de culture, doit démontrer que le système reste viable pour en amortir les coûts d'investissement. Si on fait un télésiège, je sais pas, il faut 25 ans pour amortir le coût, il faut que la piste à côté soit exploitable pendant au moins 25 ans, autrement on ne va pas rentabiliser l'investissement. Même chose pour la neige de culture. Donc, il y a aussi des questions autour par exemple, des télésièges débrayables, beaucoup plus chers, qui peuvent être utilisés l'hiver comme l'été, mais c'est aussi une vraie question pour les communes et pour les aménageurs.
Oui, alors nous, l'idée de base, c'est qu'on fait une étude scientifique. Là, c'est un mot qu'on a utilisé beaucoup. Voilà, l'idée, c'est qu'on essaie de rester neutre et on met à disposition de la façon la plus vulgarisée, la plus compréhensible possible pour des non-spécialistes, l'état de l'art, de ce que les modèles climatiques et les projections d'enneigement sont capables de dire. Après, le choix à faire derrière, c'est les politiques, c'est les exploitants domesticables qui vont choisir. Je peux vous donner un cas assez typique. Je ne vais pas citer la station, bien sûr, c'est pas Combloux. Une station dans laquelle on voyait que dans 30 ans, très clairement, la neige naturelle était quasiment absente, très déficitaire, sauf dans des très bonnes saisons. Dans les Vosges ou dans le Jura, peut-être même dans les Pyrénées un peu plus tard. Par contre, si jamais on mettait des systèmes d'enneigement très performants, de type de ventilateurs qui vont chercher du frein marginal et qui ont des grosses performances, on arrivait à sécuriser 60 jours de ski, même lors des mauvaises saisons, dans 30 ans. Donc face à ce résultat clair, on a eu, lors de la restitution, avec une centaine de personnes dans la salle, 2 avis très marqués, très différents. Une moitié de la salle à peu près a dit très bien, ça montre qu'il faut faire. Parce que si on ne fait rien, on meurt. Et si on fait, on garantit encore une bonne probabilité de faire du ski, donc les emplois, etc. L'autre moitié de la salle a dit là, on sera dans des conditions pas hivernales, on aura la bande blanche classiquement, on n'aura pas de neige autour, donc on est en train de forcer la main à la nature et de faire quelque chose qui n'est pas en phase avec les évolutions climatiques. Donc le même résultat, même s'il est clair comme dans ce cas-là, on peut l'interpréter de façon absolument opposée. Et donc c'est pour ça que même si Climsnow apporte des informations intéressantes, il faut quand même après combiner. C'est une aide à la décision, c'est ça qu'il faut préciser. Exactement. Mais c'est une aide essentielle, c'est un peu comme un médecin, je rappelle toujours cet exemple, mais sans diagnostic, pas de solution. Y compris pour voir l'avenir et changer les logiciels des élus et des aménageurs, des acteurs du ski aujourd'hui. Bien sûr, mais pour savoir ce qu'il faut en faire, il faut compléter avec, par exemple, tout ce qui est ressources en eau, tout ce qui est consommation énergétique, tout ce qui est impact environnementaux. Ça, on ne le fait pas. Et donc, souvent, on est un peu mécontent de voir les titres des journaux qui disent « Climsnow dit qu'on peut faire » ou « Climsnow dit qu'on ne peut pas faire ». Nous, on ne dit rien. En fait, nous, on donne un élément et c'est que la vision globale qui va dire ce qu'il peut. Le même choix, dans une station, sera le mauvais et dans une station, sera le bon. Il faut avoir le contexte. Alors justement, vous parliez évidemment d'aide à la décision, mais aujourd'hui par exemple, et là je vais donner la parole à Olivier Salaska, aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce qui est le plus important, et je trouve, c'est de faire de la pédagogie. Climsnow, c'est aussi de la pédagogie sur ce qui va se passer demain. Et de la sensibilisation. Cette journée, moi je trouve ça formidable, ces 2 journées, parce que justement on sensibilise, on trouve les mots. Alors peut-être qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à la manière de dire sans non plus être trop pessimiste parfois. Mais Olivier Salaska, il est là parce qu'en fait lui, avec Save, il a un dispositif qui est pour le coup vraiment intéressant. Ah bah vous avez le micro, c'est formidable. Alors, racontez-nous d'abord ce qu'est ce système. Je disais tout à l'heure, 1 million de kilomètres de tuyaux pour apporter l'eau potable. Parce que nous, notre réflexe, on allume, on ouvre, on ferme et on est content, on a de l'eau. Peut-être que demain, on va réfléchir autrement. Si le Mont Blanc est un château d'eau en sursis, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau. Alors Olivier, dites-nous tout sur votre dispositif qui est quand même assez incroyable. Moi, j'ai été bluffé. Merci Morad, merci à tous, merci monsieur le maire, les élus. Déjà, je trouve très intéressant cette journée cet après-midi à laquelle j'ai participé depuis le début. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes d'horizons vraiment diverses, de cultures ou de sensibilités diverses, et c'est comme ça qu'on va réussir alors diverses, on est quand même un petit peu tous du même monde, du même milieu, du même pays, mais c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses avec tout le monde qui prend les responsabilités et également, bien sûr, que le monde scientifique, j'ai entendu souvent, là, il faut faire confiance à la science, il faut écouter la science. Je suis moi-même physicien de formation ingénieur. La science, elle est essentielle, mais elle est très compliquée à faire passer je ne vais pas dire aux profanes, mais aux non-scientifiques. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer toujours. Moi, pour la première fois, j'ai compris aujourd'hui qu'est-ce qu'il y avait derrière ce 1,5 degré, par exemple. Au niveau des... là, s'il y a 1,5 degré, voilà ce qui se passe au niveau des glaciers. Si c'est 2, voilà ce qui se passe. Donc, il faut être concret. Alors, et il faut aussi des solutions concrètes. Concret. Ma question, elle est simple. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, dans les systèmes de canalisation, c'est grosso modo en France 20% du dispositif qu'il faudrait renouveler. C'est ça ? Donc voilà, moi je vais vous parler de réseaux d'eau potable, notamment en France, mais pas que en France. C'est une problématique qui est mondiale. Dans le monde, il y a 30% d'eau qui est perdue au travers de fuites dans les canalisations d'eau potable. Et en France, effectivement, c'est 20%. Combloux est meilleur que la moyenne.
Donc, en fait, il faut, nous, on travaille sur une mise sous un diagnostic actif voilà. de ce qui se passe dans le réseau d'eau potable. Pour détecter, en fait, c'est prévenir plutôt que guérir. On a donc développé une solution, je vais vous l'expliquer très brièvement, qui permet de détecter l'existence ou même la création de fuites, mais pas que, qui a aussi des capteurs qui permettent de mesurer les paramètres physico-chimiques de l'eau, ceux qui sont préconisés par la Commission européenne. Olivier, ce qu'il faut dire simplement pour être très clair, c'est qu'en fait les tuyaux, on ne les voit pas, les canalisations, on ne les voit pas. En France, elles sont enterrées. Ouais. Donc comment imaginer que telle partie de la canalisation fuite? C'est ça la vraie question. Donc en fait, si jamais, pour savoir ce qui se passe dans les réseaux d'eau potable, il faut mettre des capteurs, mais il faut mettre des capteurs de façon vraiment un déploiement important pour pouvoir comprendre, savoir ce qui va se passer au niveau physico-chimique pour la pollution de l'eau et pour les fuites. Si on déploie des capteurs, il y a trois problématiques. Premièrement, l'accès à l'énergie pour alimenter ces capteurs. Deuxièmement, avoir des mesures fiables et juste. Et troisièmement, une fois que les opérateurs d'eau potable vont avoir un big data de données qui va leur arriver, il faut des logiciels qui les aident à prendre une fois de plus les bonnes décisions. Donc nous, on a développé une solution qui est absolument autonome en énergie au travers d'une innovation, une turbine qui permet de produire de l'électricité qui se met sur les canalisations existantes ou nouvelles, tout type de canalisation de réseau d'eau, et qui permet de produire de l'électricité dès les très faibles débits et en prélevant très peu de pression au réseau, donc ce qui permet un déploiement en volume. Et à cette turbine, on a intégré des capteurs qui permettent de mesurer et de télétransmettre en temps réel, c'est-à-dire toutes les minutes, les informations concernant la qualité physico-chimique de l'eau, la qualité chimique de l'eau. On travaille sur la bactério et des capteurs différentiels de débit-pression pour pouvoir voir où des fuites sont en train d'apparaître. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est un peu à l'aveugle. C'est-à-dire que pour aller détecter ces fuites, c'est des moyens humains considérables s'il n'y avait pas un système comme le vôtre. Oui, nous, ce qui guide aussi nos développements et nos innovations, c'est l'usage. C'est toujours essentiel, l'usage. Idéalement, c'est apporter quelque chose de nouveau sans changer l'usage. Et donc, il faut pas, voilà, c'est quelque chose qui peut se mettre un peu partout, qui a une maintenance extrêmement faible. Il suffit d'aller une fois par an pour recalibrer des capteurs, une fois par an, et qui peut remplacer soit le raccordement électrique, qui est une vraie problématique dans nos régions montagneuses, au niveau des sources, dans des zones isolées, mais également quand on parle de déploiement dans des villes. Le Grand Paris nous dit que, enfin, on travaille avec eux, il est inimaginable de mettre des capteurs tous les 10 km avec un coffret Enedis tous les quelques kilomètres. Donc, là, pour le coup, c'est un coût considérable. Aujourd'hui, pour détecter les fuites, rien que les détecter en moyens humains, enfin, c'est impossible pour une commune, impossible même... Il existe des solutions, mais aujourd'hui, quand Combloux est à 83%, je crois que vous disiez, ou 87%, c'est bien ça, bravo, c'est un très beau résultat. Si on veut gagner encore 1 ou 2% en partant de 87%, on comprend que le pourcent il devient extrêmement cher à aller chercher. Donc oui, je dirais plus, il y a des coûts, mais il y a surtout des freins pour pouvoir déployer des solutions qui permettent de réduire les fuites et d'assurer une qualité de l'eau. Et ces freins, c'est notamment l'accès à l'énergie. Oui, c'est quand même ça qui fait aussi l'originalité de votre dispositif. Alors forcément, quand on est élu, quand on est susceptible de vous solliciter, ça a un coût. Est-ce qu'on peut le calculer, petite, grande commune? Est-ce qu'il faut au contraire monter des dossiers avec des aides européennes? Ça se passe comment? Alors oui, ça a un coût, et surtout quand on est en train de passer en mode, on est en train d'industrialiser nos solutions. Donc pour l'instant, c'est des solutions qui sont encore assez chères, mais on est vraiment accompagné, et ça je tiens à le signaler, par le gouvernement français. D'ailleurs, Christophe Béchu est venu nous rendre visite dans notre établissement et a fait une table ronde sur les solutions technologiques pour l'eau chez Sève Innovation. Par la région, par l'ADEME, on a été lauréat du concours Innov, voilà, donc concours national.
locales. Et donc, et il y a aussi, on est accompagné, ou plus exactement, les collectivités sont accompagnées par les agences de l'eau qui permettent des subventions, pas pour la solution, mais pour une démarche vertueuse au niveau des fuites, puis de la qualité de l'eau. On l'a entendu cet après-midi parce que l'usage de l'eau, c'est aussi des conflits potentiels, c'est aussi des guerres, le Darfour, tout un tas de guerres en Irak, etc. C'est aussi souvent, malheureusement, un problème sur l'eau. Mais on croit que c'est qu'à l'étranger que ça se passe. Si vous parlez de Mayotte, je ne sais pas si vous avez entendu le vrai danger qu'il y a aujourd'hui. En plus, c'est une île un peu explosive. Quand on sait que l'accès à l'eau, ça va être de plus en plus difficile. La Guadeloupe aujourd'hui, si on parle juste l'installation des canaux, etc., c'est 60% de perte de l'eau potable. 60%. Il n'y a pas très loin d'ici, à la Clusaz, il y a eu un conflit d'usage entre la neige artificielle, fabriquer de la neige, c'est de l'eau, c'est de l'énergie, avec les habitants, les agriculteurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle même du Mont-Blanc, château d'eau en sursis, c'est comment est-ce qu'on économise cette eau, comment est-ce qu'on rappelle à tous que l'eau, c'est de l'or bleu, et que demain, ça deviendra même peut-être plus cher que le pétrole. C'est un peu ça l'idée quand même aujourd'hui, d'essayer d'aller diagnostiquer au plus près et de manière très efficace ces déperditions. Ouais, je veux juste appuyer, Morad, vous appuyer sur la préservation de la ressource au travers de la traque des fuites. C'est effectivement le premier niveau. Mais il faut faire attention aussi à la pollution parce que c'est un phénomène qui est en train de s'accélérer. Donc si on a une eau potable, on a réussi à en perdre le moins possible, mais qu'on a une eau polluée, eh bien, on n'a pas résolu, on n'a pas vraiment résolu le problème. Donc c'est pour ça que notre solution, dès à présent, on s'attaque à essayer de prévenir tous les risques de pollution de l'eau. Il y a énormément de travail. Rien qu'en Corse, 25% de l'eau dite potable, malheureusement, aujourd'hui, dans les villages les plus en altitude, malheureusement, les habitants n'ont pas accès à l'eau. 25%. Et on est en France. Ce qui peut paraître assez surprenant. Olivier, on reviendra un tout petit peu, mais là, je vais vous présenter Thibaut Wittvoet. Lui, il est étudiant en deuxième année à Centrale Lyon, donc il va devenir un de nos ingénieurs, donc génie. J'adore toujours le mot ingénieur, parce qu'il y a génie, mais eux, en première année, ils étaient 5 étudiants. Vous allez nous raconter le fameux Trifon. On va tout savoir sur le Trifon. C'est ça. Donc en fait, le Trifon, avec 5 autres étudiants de mes camarades de Centrale, on est parti d'un constat, c'est que à l'échelle du foyer, on recycle, c'est devenu de plus en plus commun de recycler ses déchets, mais qu'il existe peu de solutions permettant de recycler l'eau. Il y a peut-être le récupérateur d'eau de pluie, mais qui nécessite quand même avoir de l'espace, etc., une maison. Il y a un système interne qui peut être installé pour recycler l'eau de sa douche, mais ça nécessite des travaux. Et donc on a voulu réfléchir à une innovation simple qui peut être installée dans la plupart des foyers et qui va permettre de recycler l'eau. Et donc on a réfléchi un peu à un objet qui pourrait être utilisé et on a pensé au siphon, parce que c'est un objet que chacun possède chez soi, qui est présent sous tous les éviers. Et donc je ne sais pas si vous savez, mais le siphon a une fonction principale qui va être d'éviter la remontée des mauvaises odeurs et aussi d'effectuer un pré-filtre avant de l'évacuation. Et donc avec le Trifon, que je peux présenter ici, on va conserver ces mêmes fonctionnalités, mais on va en apporter des nouvelles qui vont permettre donc de trier l'eau. Comment ça marche? Juste montrez-nous un peu comment ça fonctionne. Là, c'est un prototype, donc c'est pour présenter. Juste au moins le principe. Donc ça garde la forme du siphon, à peu près sa forme. L'eau va s'écouler dedans. On a un capteur qui est disposé au niveau du conduit principal qui permet de mesurer la qualité de l'eau. Donc pour l'instant, sur nos prototypes, on est juste sur un capteur qui mesure la quantité de particules en suspension. Donc c'est pas encore totalement abouti parce qu'on pourrait l'améliorer pour discerner plusieurs types d'eau. Et ensuite, on a 2 sorties avec 2 trous présents de chaque côté et une sortie qui va être reliée donc vers l'évacuation classique. Ensuite, ça va être évacué et une autre sortie qu'on peut choisir de relier par exemple à un bac de stockage qu'on va disposer sous son évier, un bac de stockage d'une 20aine de litres. Et on pourra ensuite récupérer l'eau pour des usages quotidiens. Ou alors, si l'utilisateur est prêt à faire des travaux, ce serait de le relier à un système interne pour alimenter ses sanitaires ou la seconde vie de l'eau qu'il souhaite. Et oui, donc ensuite on a une vanne ici qui peut tourner à l'intérieur du siphon, qui est donc gouvernée électriquement
et qui va rediriger l'eau vers l'une ou l'autre des sorties. Alors vous étiez en première année donc sur ce projet 5 étudiants. Aujourd'hui, vous voulez passer à une nouvelle phase, c'est ça? Pour le moment, oui, on est encore étudiants, etc. Donc on développe surtout l'aspect technique. Mais à terme, l'idée, ce serait de toucher un maximum de foyers parce que c'est de cette manière qu'on aurait le plus d'impact sur la préservation de la ressource. Et donc oui, de potentiellement créer une entreprise ou commercialiser ce genre de produits. Voilà des idées simples. Avec de futurs ingénieurs. Alors, juste pour bien comprendre, on est sur des petites quantités d'eau. Oui, c'est ça. Oui. Mais à l'échelle, c'est toujours pareil, parce qu'on nous dit toujours, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces questions, les experts l'ont toujours, les petits colibris, vous savez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, c'est extraordinaire comme idée. C'est sûr que, par exemple, je pense qu'à une innovation comme Save, c'est pas comparable en termes de quantité d'eau récupérée. Mais après, là, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment un produit qui soit universalisable et très simple pour mettre en place cette innovation. C'est-à-dire que vous achetez un Trifon et chacun peut l'installer chez lui sans appeler de plombier ou juste en mettant un siphon habituel. Et donc oui, en touchant un maximum de personnes, on espère pouvoir faire avoir un impact plus important. Et si je comprends bien, vu en gros le prototype, ça ne devrait pas coûter très cher. Oui, c'est ça aussi. L'idée, c'est de rendre... Oui, non, mais c'est de rendre le produit abordable, même s'il sera peut-être doté de technologies qui font que ça sera toujours plus cher qu'un siphon habituel, mais on ne souhaite pas, oui. Alors, puisqu'il y a des élus, il y a un ancien Premier ministre, il y a qui a encore un beau carnet d'adresses. Tu cherches aujourd'hui des financiers ou tu es encore dans la phase de développement? Normalement... non, mais l'objectif, oui, bien sûr. C'est une opportunité unique, tu peux y aller. Non, mais bien sûr que pour développer ce genre d'innovation, on aura forcément besoin un jour ou l'autre d'un apport financier, rien que pour industrialiser des produits ou quoi. C'est sûr que ça tombe pas du ciel, mais... Non mais on a là le génie français, je veux dire, entre Météo France, Sèvres, et puis là, cette idée avec des ingénieurs en herbe. Vous êtes en deuxième année, c'est-à-dire qu'il vous reste encore quoi, 2 ans, enfin deuxième année, donc encore une année. Il reste 1 an encore, parce qu'en fait, on dit deuxième année d'école, mais il y a déjà eu une prépa avant, donc ça, en réalité, c'est 4e année. Et juste pour comprendre, les 20 litres d'eau qu'on va économiser, c'est pas de l'eau potable, on va pas si. Non, justement, oui, c'est pas de l'eau potable. Et en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est relier par exemple le Trifon à une application où l'utilisateur va dessus choisir la seconde vie qu'il va vouloir donner à son eau, que ce soit pour le jardin, pour le ménage ou pour ses sanitaires. Et ensuite, les capteurs vont adapter leur seuil pour choisir la qualité d'eau qu'on souhaite récupérer. Non. Ah, faut le protéger. Il faut de l'argent aussi, ouais. Il faut de l'argent, mais peut-être que Sèvres avec Olivier, on imagine que c'est assez complémentaire, puisqu'on est à la fois... On va déposer son brevet. Voilà, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, tu vas passer un deal. Tu vas passer un vrai deal, parce qu'effectivement, il y a les projets à grande échelle, et puis il y a ces projets-là, vraiment les petits colibris, et moi je trouve ça assez génial, parce que 20 litres, vous imaginez, 20 litres par jour pour chacun d'entre nous. Alors nous qui consommons, je ne sais plus quelle est la moyenne, mais on est autour de 140, 150 litres, peut-être plus. En Afrique, ils sont à 20 litres. Dans d'autres endroits, ils sont encore à moins. Donc on peut imaginer qu'économiser de l'eau quand on en a très peu, c'est encore plus incroyable. Donc effectivement, c'est un projet qui peut en plus s'exporter. Alors là, je vais vous parler d'un projet local que vous connaissez probablement avec François. Alors François, moi je suis passé tout à l'heure, j'étais avec Franck, l'un des organisateurs. Je lui ai dit emmène-moi faire une baignade écologique. Il m'a dit ça va pas être possible. Pourquoi? L'hiver c'est compliqué parce qu'il y a un petit peu une grosse couche de glace et l'eau est à 4 degrés actuellement. Donc je sais pas si tu voulais te baigner dans de l'eau à 4 degrés. Ouais, peut-être en Russie parce que ça leur porte bonheur quand ils plongent dans une eau très glacée. Alors explique-nous, parce que en fait c'est aussi les logiciels. Je parle toujours de nos logiciels, mais il va falloir les modifier. Il va falloir faire une petite révolution. Et là en l'occurrence, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait on parle enfin de la montagne 4 saisons. Il y en a qui ont déjà commencé, je suppose que grâce à Clean Snow, ils commencent aussi à imaginer une autre économie. Alors,
explique-nous exactement donc, ce projet 4 saisons, ce que c'est. Alors la baignade de Combloux, c'est une baignade artificielle, c'est pas un lac naturel qu'on a transformé en baignade, c'était un champ avant et il a été décidé de créer une baignade biologique dessus. Et l'objectif, c'était de pouvoir proposer une offre différente, diversifiée à la clientèle touristique et aussi aux usagers comblaurans, les administrés comblaurans, pour avoir une activité autre que la randonnée sur la période estivale. Alors, il n'y a pas de chlore. Il n'y a pas du tout de produits chimiques. Voilà, c'est ça. Donc, explique-nous aussi le principe, justement, pour filtrer cette eau. Alors, on a 3 systèmes de filtration. On a peut-être des photos aussi à vous montrer pour que vous voyez. Évidemment, bah voilà, vous avez... On a 3 systèmes de filtration différents sur cette baignade. C'est les grandes modifications qui ont été faites par rapport à 2021. On a fait des grands travaux d'ampleur en 2021 et 2022. Et on avait un premier système de filtration qui était déjà ancien, qui était le système de filtration par des plantes. Un filtre planté de roseaux qu'on appelle Fragmite. Ensuite, on a rajouté, suite aux travaux de cette année 2021-2022, on a rajouté un deuxième filtre qui, lui, est un filtre gravitaire. Ça donne très envie, hein. Un filtre gravitaire qui est alimenté par des asperceurs qu'on peut voir sur les photos. Et l'eau s'écoule gravitairement dans ce bassin qui est alimenté par différentes couches de gravier et de plus en plus fin pour avoir une filtration de plus en plus fine. Et on a ajouté également un 3e système de filtration qui est des filtres mécaniques qu'on retrouve en machinerie, donc qui ne sont pas visibles sur les photos qu'on voit, mais c'est des grands filtres à tambour qui permettent de filtrer à 40 microns et notamment de filtrer une des bactéries qui nous posait le plus de soucis avant les travaux, les Pseudomonas, qu'on retrouve notamment sur les biofilms qui sont collés aux parois du bassin, que ce soit les parois verticales ou les parois de fond de bassin. Et la filtration à 40 microns nous permet d'être sur l'année 2022 et l'année 2023, les 2 années d'exploitation après les travaux, quasiment à 0 en Pseudomonas, alors qu'avant on était plutôt sur des seuils entre 50 et 100. Alors, on parlait d'un projet 4 saisons. Pourquoi ? Parce que précisément, je suppose qu'autour, il y a une économie qui s'est créée autour de ce bassin. Ah bah le plan d'eau est fortement fréquenté sur une grosse période estivale. On a un restaurant qui est attenant et qui draine pas mal de personnes l'été. Et on a également développé une offre touristique autour avec des jeux pour enfants dans les arbres du parc attenant. Et on a aussi un parcours d'orientation qui vient se greffer sur l'extérieur du site. Puis on peut supposer aussi que c'est un belvédère vers le Mont Blanc, vers tout ce qui nous entoure à 360 degrés. Ah bah, j'ai toujours tendance à dire que je dois avoir le plus beau bureau du monde. Quand vous voyez les vues qu'on retrouve sur le site, c'est quand même fantastique. Alors forcément, avec la hausse des températures, notamment l'été, on le sait, il y a de plus en plus de tensions autour de l'eau. On ne va pas reparler ici des méga-bassines, ce n'est pas le propos, mais quand même, il y a cette évapotranspiration de cette eau. Alors comment vous faites pour maintenir un niveau toujours égal de l'eau de cette piscine ? Alors déjà, les travaux nous ont permis d'avoir des déperditions d'eau beaucoup moins importantes qu'avec l'ancien site. Avec l'ancien site, on avait pas mal de fuites qu'on n'arrivait pas à identifier, que ce soit sur les canalisations ou sur même la géomembrane qui vient permettre l'étanchéité de tous les bassins, que ce soit le bassin de baignade ou les filtres. Donc du coup, on était plutôt sur une économie d'eau partielle parce qu'on actionnait également les vannes d'eau pour pouvoir maintenir des niveaux d'eau et on ne savait pas de combien étaient nos pertes. Actuellement, on limite nos strictes consommations à l'évapotranspiration et à l'évacuation que l'eau peut être évacuée par le baigneur. Et l'idée, c'est aussi de récupérer une partie de l'eau. On a aussi, alors je ne sais pas si on les a vus sur les photos, mais on a aussi une petite pataugeoire qu'on transforme en bac à sable humide. Et l'idée, c'est cette eau vient permettre... Elle est alimentée par le filtre immergé de la baignade et on n'apporte pas du coup d'eau potable dans ce filtre. C'est le filtre de la pataugeoire qui est alimenté par la baignade en elle-même. Et à la fin de la journée, on vidange cette eau également et on la récupère pour alimenter une cuve de récupération d'eau. Et ça nous sert pour tout l'arrosage automatique du site. Et également, ça nous sert pour l'arrosage communal parce qu'on a un accès, on peut venir brancher notre camion citerne et permettre d'alimenter ce camion et qu'il puisse faire tout le tour de la commune et arroser nos plantations. Petite question, je vais jouer un peu l'avocat du diable. C'est de l'eau potable ?
c'est de l'eau potable qui alimente la baignade. C'est pas de l'eau naturelle parce que si on venait, déjà on n'a pas la capacité, on n'a pas un ruisseau ou un cours d'eau. Il n'y a pas de nappe phréatique ici, il faut quand même le dire. Il n'y a pas la nappe phréatique qui permettrait de nous alimenter la baignade et il n'y a pas le petit ruisseau. On a un petit ruisseau mais qui est à sec l'été et nos besoins ils sont essentiellement l'été comme on a une baignade qui est ouverte que sur 3 mois et demi de l'été. Et du coup, cette alimentation d'eau, ça ne peut pas se faire par autre chose que l'eau potable. Alors 4 saisons, il y a d'autres projets dans la mairie de Combloux ? Alors, je parlerai plus des projets qu'on a pour à la fois diminuer notre consommation d'eau. La baignade, jusqu'à maintenant, on avait un nettoyage qui était assez archaïque. On nettoyait avec des brosses et ça se faisait à l'énergie de nos saisonniers. Plus le saisonnier avec des bras costauds, plus il frottait fort, plus on arrivait à décoller le biofilm qui se collait aux parois. Et on va investir, grâce au choix des élus cette année, dans des outils de nettoyage qui sont adaptés. Donc en France, on n'a pas encore trouvé le produit miracle qui nous permet. On a eu une démonstration cet été d'un prestataire allemand qui vient nous apporter ces robots. Alors on a un robot immergé qui s'appelle le TP700 et qui va pouvoir nous permettre de décoller l'entièreté du biofilm qu'on a et à une vitesse beaucoup plus rapide qu'avec un balai brosse. Et on a également un balai rotatif qui s'appelle le Sub 1500 et qui va nous permettre d'effectuer toutes les parois verticales. Parce que avant, sur l'ancien site, on avait des parois qui étaient un peu à l'oblique. Maintenant, on a des parois verticales et qui font jusqu'à 2,50 m de profondeur. Donc, je vous imaginez-vous un saisonnier avec un balai qui fait 3 mètres de long et qui vient frotter le fond du bassin. C'était très, très compliqué. Donc, ce nettoyage du bassin va nous permettre de faire des apports d'eau moins conséquents. Il va nous faire gagner du temps. Et il va nous faire aussi gagner du temps sur la vidange estivale qu'on peut avoir dans la baignade. Avant, on vidait complètement l'eau du bassin. On le nettoyait avec un Karcher. Donc, encore une consommation d'eau. Là, on va pouvoir nettoyer le bassin plein et conserver les 3000 m3 de la baignade. Donc, on va considérablement réduire nos consommations d'eau sur la structure. On ne se rend pas compte à quel point la pédagogie, justement, ce type de projet permet de sensibiliser de plus en plus de gens à cette idée que l'eau, c'est de l'or bleu. Alors, je vais revenir avec vous parce que, justement, Climsnow va permettre probablement à des élus, à des aménageurs d'essayer d'imaginer l'avenir et ce type de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que certaines communes fonctionnent 2-3 mois de l'année avec l'or blanc. Est-ce qu'on peut, grâce à Climsnow, évidemment, permettre aux élus, permettre à tous ceux qui, justement, imaginent la montagne de 2050 et 2100, est-ce que Climsnow va leur apporter forcément des éléments de réponse ? Non. C'est pas votre métier. Donc vous, c'est plutôt... Non, dans le sens où, ça c'est une question d'hydrologie et pas de nivologie. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas abordé la question notamment de la disponibilité en eau en projection climatique aussi. Par contre, on s'est associé il y a 4 mois avec EDF, qui par contre en France est un peu une référence pour ça. Et donc on a lancé une première étude pilote. C'est en Savoie, c'est pas par ici, mais c'est pas grave. C'est une autre station sous laquelle on a lancé cette étude pour voir un peu, d'étudier en parallèle le besoin futur d'eau, ce qu'on fait déjà avec Climsnow, mais aussi la disponibilité future d'eau, et voir s'il y aura des périodes dans le futur de tension entre les deux, en prenant en compte tous les usages possibles. Il y a l'eau potable, l'agriculture, mais aussi la neige de culture, bien évidemment. Donc pour l'instant, on n'a aucune réponse à ça. L'étude qui a été citée par M. Bock, c'est l'étude qui est accessible maintenant depuis quelques mois, que notre équipe a faite, qui s'appelle Hydroski, mais c'était un cas assez particulier, et on n'a pas utilisé... les données des différents points de captage. Donc c'était une approche, on va dire, un petit peu simplifiée, intéressante, mais un petit peu simplifiée par rapport à ce qu'on est capable de faire maintenant. Et donc l'idée, c'est d'aller voir au cas par cas vraiment l'impact aussi de la neige de culture sur le bilan hydrologique d'un bassin versant. Et quelle est la typologie des élus qui aujourd'hui viennent vous voir ? C'est les élus qui sont plutôt inquiets, plutôt conscients, qui s'interrogent sur leur avenir, parce qu'on sait pertinemment que, évidemment, aujourd'hui, l'économie de la montagne... Non, mais qui vient vous voir ? Vous avez une typologie ? Monsieur le maire est parti, donc je peux parler. Il y a tout, hein, il y a tout. Il y a beaucoup d'élus qui viennent nous voir pour avoir la confirmation de ce qu'ils ont déjà en tête. Et en fait, soit on va dans leur direction, et du coup, c'est très bien, on est les meilleurs, soit c'est pas le cas. Et du coup, ils arrivent de façon très intelligente à extraire les 3 lignes ou les 3 mots du rapport qui fait 130 pages, qui va dans leur direction.
de façon à pouvoir dire Clipsnow nous appuie. Et donc l'idée de base, c'est qu'il faut tout lire, et pas juste le titre ou la légende de l'image 37. Et après, bon, ça c'est juste des exemples, mais après il y en a qui par contre sont beaucoup plus ouverts et qui veulent voir ce qui va se passer. Et l'idée de base, en fait, ce qu'on leur dit, c'est on fait l'étude, après on en discute, on voit, mais il ne faut pas faire dire l'étude ce que vous avez déjà en tête, sinon pas d'intérêt à la faire. Si c'est juste pour confirmer ce que vous avez en tête, il n'y a pas de raison. Alors la plupart des cas, c'est comme ça en fait. On a déjà une idée du climat actuel, bien sûr, et on peut imaginer quel sera l'avenir à quelques décennies. Parfois on a des surprises quand même, et il ne faut pas se cacher. Donc on a dans le panel que j'ai cité de presque 200 stations, on a tout vu. Hein. On a vu vraiment tout type de... Mais est-ce qu'on peut imaginer justement pour qu'on puisse légiférer, c'est-à-dire qu'on puisse rendre obligatoire Clipsnow, c'est-à-dire qu'à un moment on dit attendez, vous ne pouvez pas prendre 3 pages, mais vous allez prendre les 137 pages. Et si vous voulez, par exemple, on le voit bien aujourd'hui, il y a des aménageurs qui veulent investir sur des télésièges, téléskis, pensant que il faut continuer, etc. Est-ce que vous pensez que justement il faut imposer, réglementer ou peut-être légiférer? Je ne suis pas la bonne personne pour répondre. Nous, on a déjà assez de boulot comme ça, en tout cas. Et, par contre, la DDT nous a dit récemment, lors d'une visio, il y a quelques semaines, qu'ils envisagent probablement, on ne sait pas quand, mais à terme, le rendre obligatoire. Aujourd'hui, c'est fortement conseillé. Ça veut dire que quand il y a un dossier d'aménagement, les services de l'État disent très bien, là, il faut rajouter l'enveloppe Clipsnow pour donner ce qu'ils appellent ça la visibilité climatique. Donc, avoir... du coup une vision sur tous les aspects environnementaux, bien sûr, etc., des ressources en eau, mais aussi sur les aspects climatiques. Donc ils demandent, mais c'est pas obligatoire, c'est pas marqué noir sur blanc qu'il faut faire ça à tout prix. Par contre, ils nous ont dit récemment que peut-être ça va le devenir. Donc ça veut dire que les stations qui n'ont pas eu l'étude devront l'avoir. Après, il y a une petite subtilité là-dedans, c'est-à-dire que est-ce qu'on rend obligatoire une étude de tout type ou on oblige, ce qui semble être le cas, à avoir la dernière version, parce que les modèles évoluent. Pas tous les jours, mais assez rapidement. Et donc là, ça devient embêtant. C'est-à-dire qu'une station qui avait l'étude il y a 1 an, aujourd'hui, on a déjà un petit peu amélioré les choses. Donc, ça veut dire que c'est un cycle infini. C'est la vie. Hein. Mais donc voilà, il faut... On va peut-être prendre 2 questions. Moi, je vais juste 1 minute pour terminer sur un autre sujet. Comme on a beaucoup parlé de science, vous voyez le logo là de Combloux, il est très beau. Hein. C'est une fleur, je dirais. S'il vous plaît, n'y voyez pas un flocon de neige. Ce n'est pas un flocon de neige. Le flocon de neige a une symétrie hexagonale avec 6 côtés. Là, je vois 8 branches, 8 côtés. Donc, s'il y a une chose à garder en tête... Samuel Morin, qui est un des grands spécialistes. Samuel le sait très bien, Delphine également. Donc, soyez sensibilisés à la symétrie hexagonale des flocons de neige. Et arrêtez de faire des flocons à 8 branches. Arrachez-les si vous en voyez de quelque part. S'il vous plaît. Merci. Alors, des questions dans la salle. 1, 2, 3. Des questions dans la salle. Alors, je vois au fond, si on pouvait lui apporter, merci, un micro. S'il y a d'autres questions, dites-moi juste que je vois où il y a des mains qui se lèvent. Alors, je ne vois pas si effectivement... pas de main dans la salle inférieure, Morad. J'ai pas entendu, pardon? Pas de main qui se lève. Ok. Alors, monsieur... Bonsoir à tous, Bertrand Cousin, je viens du d'Évian, je travaille dans une association qui fédère des acteurs autour de la thématique de l'eau. Déjà une remarque pour ce jeune étudiant, je pense que la remarque de monsieur le Premier ministre, effectivement il faut tout de suite déposer un brevet, c'est très facile et on peut le faire en ligne, donc ça il faut le faire dès ce week-end. Et puis la deuxième question c'est pour Save Innovation, du coup le projet de picoturbine que développe Save, comment les collectivités ici sur la vallée du Mont Blanc pourraient bénéficier ou d'une phase test ou d'un accompagnement de Save pour mettre en place au moins un test de votre solution. Merci. Merci pour cette question. Oui, nous déjà, je disais qu'on était en phase d'industrialisation, mais donc on est en train de passer la phase pilote. Donc on a installé déjà plusieurs de nos produits en France, en Suisse, en Espagne et même dans le grand export overseas. Ça va même beaucoup plus vite qu'en France. Alors je ne sais pas si c'est parce que nul n'est prophète en son pays ou il y a un peu plus de frilosité au niveau des collectivités. On a déjà installé, nous, des solutions en Haute-Savoie, en Savoie notamment, mais pas dans la vallée ici.
Et on se tient effectivement à disposition pour discuter avec les élus ou les responsables des services des eaux des différentes collectivités pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à mesurer, contrôler leur qualité d'eau et voir les fuites. Ça peut être dans le réseau de distribution d'eau, mais également au niveau des captages. On a beaucoup de demandes, nous, au niveau des sources, au niveau des réservoirs notamment, pour pouvoir détecter les fuites ou pouvoir aussi mesurer le taux de chlore au niveau de ces réservoirs. Donc bien sûr, on est à votre disposition. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Donc, oui, pardon? Non, il n'y a pas de main qui se lève. Dès qu'on parle de solutions, ça y est, vous êtes moins inquiets. Hein, les angoisses ont disparu, ce qui est plutôt pas mal. Ben, on va remercier... Ah, oui, pardon, merci. Allez-y. Je voulais juste... Ça marche, présentez-vous juste aussi. Moi, je suis de Combloux, mais j'étais ingénieur du génie rural. Donc, je connais l'irrigation. Et je voulais dire à Sèvres que 70% de l'eau qu'on consomme en France, c'est pour l'irrigation. D'accord ? Donc, si vous pouviez mesurer ce que les agriculteurs pompent avec votre appareil, ça renseignerait parce qu'on ne le sait pas. Alors, excellente remarque, parce que nous, on est parti sur l'eau potable. Et on a vraiment développé notre solution pour les réseaux d'eau potable parce que c'était là, que était la plus grande richesse d'une eau. Enfin, c'est là où l'eau a la plus grande importance. Mais notre business est en train, comme très souvent, de se développer dans une filière un petit peu parallèle et au niveau de l'irrigation. Alors pas forcément en France, on a beaucoup de difficultés à pénétrer la filière de l'irrigation, mais à l'international, en Espagne notamment, on est en train d'avoir des très beaux programmes pour les accompagner au niveau des réseaux d'irrigation, effectivement. C'est vrai qu'il y a un chantier exceptionnel. On est en train de tourner un sale temps pour la planète dans l'Aude. Sur le canal du Midi, ils ont aussi d'énormes difficultés pour irriguer les champs parce qu'il y a, hélas, malheureusement, beaucoup de canalisations qui sont malheureusement en piteux état. Ça date de Pierre-Paul Riquet, XVIIe siècle. Il faut quand même juste imaginer ça. Merci à tous. J'espère qu'on a tenu les temps. Oui, vous êtes dans les temps, il n'y a pas de problème. Merci à tous. Alors, une information... À l'Office du tourisme, François, on est super déçus qu'on vide l'eau du biotope parce qu'au 1er avril, on avait quand même annoncé qu'on la récupérait, qu'on la mettait en bouteille et que les gens pouvaient l'acheter. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont crié. Il y a même un journaliste qui m'a appelé pour avoir une interview pour comprendre comment ça se passait. Je lui ai dit, c'était quand même le 1er avril. Donc cette eau du biotope, on ne l'emboutit pas, mais elle était en bouteille réemployable et tout. On avait quand même fait les choses comme il fallait. Je rappelle que Étienne Klein va faire des séances de dédicace tout à l'heure de ses livres. Si pour qui s'y intéresse, profitez-en. Merci pour cette journée. Je pense qu'on va avoir peut-être pas assez d'une nuit pour décanter. Je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Et je vous donne rendez-vous donc demain matin pour les gens qui se sont inscrits ou qui voudraient s'inscrire parce qu'elles veulent une deuxième séance sur d'autres thématiques qui seront l'eau indispensable à l'énergie, l'utilisation des non conventionnels. On en a parlé, mais là il y aura vraiment une conférence là-dessus. La Haute-Savoie invente l'eau en bouteille. Et oui, ça a été inventé ici. Est-ce toujours ou est-ce bien raisonnable? Changer le regard sur l'eau avec Charlène de Collonges et puis la gouvernance pour gérer l'eau. Et nous terminerons. Donc vous avez vu ce matin que Christophe Béchu nous avait envoyé un message. Donc c'est notre député Xavier Roseraine qui viendra clôturer. Et on attend les conclusions et la perspective que nous fera Étienne. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Oui, la dédicace pour Étienne Klein, c'est en bas.